Merci Fleur pour cette proposition d'ouvrir ce webinaire. Alors, je vais rappeler un sujet qui est un sujet qui touche fortement le FIP, hein, qui accompagne les sujets de désinsertion professionnelle, hein. La désinsertion professionnelle, c'est le fruit d'un processus qui peut impacter la capacité d'un salarié ou agent pour la fonction publique à tenir son emploi dans la durée. À ce titre, donc le FIP, hein, accompagne un certain nombre d'actions, de dispositifs pour viser à lutter contre cette désinsertion professionnelle. Alors, nous souhaitions aujourd'hui présenter les activités de la fédération FAGER, hein, Fédération des associations, groupements, établissements pour la réadaptation des personnes en situation de handicap. Nous fêtons, nous FIP, nos 20 ans d'existence. La FAGER est plus a une antériorité au FIP plus importante, hein, puisque la FAGER est organisée depuis 80 ans au travers, hein, de trois acteurs essentiels, enfin, ou trois dispositifs essentiels, hein, les UROS, les ESRP et les ESPO. On vous présentera donc tout au long de ce webinaire, hein, ces différents dispositifs. Il était important pour nous de les présenter puisque on a un constat aujourd'hui que beaucoup d'agents de la fonction publique ou d'employeurs de la fonction publique ignorent qu'ils peuvent, et précisément pour les agents, accéder aux dispositifs d'orientation, de maintien dans l'emploi ou de formation. Et donc se pose ce sujet essentiel, notamment du reclassement professionnel. Je vais laisser la parole à nos différents interlocuteurs qui vont donc vous présenter la FAGER et ses modalités d'intervention. Merci à la FAGER de nous accompagner sur cette matinée. Merci Isabelle Chameau. Donc je passe tout de suite la parole à Catherine Girard, qui est la directrice euh, de l'innovation et de la formation de la FAGER. Catherine, c'est à vous. Merci beaucoup, merci Madame Chavot, merci Madame Sagnier. Donc, nous allons effectivement vous présenter la FAGER et plus largement la réadaptation professionnelle. La FAGER a 80 ans, mais la réadaptation professionnelle, elle, date de bien plus longtemps puisque nous existons depuis 1919 et nos premiers établissements ont été donc construits, enfin, pour partie après la Première Guerre mondiale et puis après, ben, tout courant des décennies qui ont suivi. Je vous laisse passer peut-être. Voilà, donc la FAGER, c'est effectivement la fédération de l'ensemble des établissements de réadaptation professionnelle en France. Elle existe donc depuis 1944. Son siège est à Paris, mais vous verrez tout à l'heure que elle couvre l'ensemble du territoire. Donc, les missions de la FAGER en tant que fédération, eh bien, c'est de fédérer l'ensemble des établissements et pour ça, elle a réussi puisqu'il n'existe pas d'autres fédérations de la réadaptation professionnelle. Ça veut dire que elle accompagne bien l'ensemble des établissements et elle porte la parole de l'ensemble des établissements de la réadaptation. Elle accompagne ses adhérents, elle veille à assurer l'évolution de la réadaptation professionnelle au cours de l'évolution de la société. Elle encourage et elle est là pour initier, faciliter les partenariats avec l'ensemble de son environnement, donc que ce soit le médico-social, le sanitaire ou le secteur économique. Et puis, elle forme ses adhérents. Voilà, donc nos établissements se répartissent sur l'ensemble du territoire. La carte va apparaître. Donc, nous sommes bien présents sur l'ensemble du territoire, y compris sur les départements et territoires d'outre-mer. Mais vous voyez que malgré tout, il existe quelques zones blanches et ça, c'est une des missions de la FAGER pour les prochaines années, c'est que partout où il existe ces zones blanches, eh bien, il y ait quand même des solutions qui soient proposées aux personnes qui en ont besoin. La FAGER regroupe 55 associations et organismes gestionnaires. Alors, c'est vrai que nous avons de très nombreux établissements qui sont portés par tout un panel d'associations ou d'organismes dits petits. Nous avons des associations locales et nous avons des grands groupes.
qui, eux, portent un grand nombre d'établissements. Donc, nous avons une grande diversité des dispositifs. Et malgré tout, malgré cette diversité, eh bien, nous portons des dispositifs de manière commune sur l'ensemble du territoire. Donc, nous avons 58 établissements et services de préorientation, 78 établissements et services de rééducation professionnelle, donc qui proposent des actions de formation, alors de préparation, d'accompagnement, de formation, y compris de formation qualifiante, et 30, alors c'est en fait là il y a une petite erreur, mais c'est pas 32, c'est 33 unités d'évaluation et de réentraînement à l'orientation sociale, qui sont des dispositifs spécialisés pour les personnes porteuses de lésions cérébrales acquises, donc traumatisme crânien, AVC et autres problématiques qui génèrent des troubles cognitifs. L'ensemble représente 20 000 personnes accompagnées par an. Alors, deux chiffres qui ne sont pas les seuls indicateurs qui peuvent décrire notre activité, mais qui sont intéressants, c'est qu'à l'issue de nos programmes de formation, notamment 74% obtiennent un diplôme et 63% des personnes que nous accompagnons retrouvent une activité professionnelle dans l'année qui suit la sortie du dispositif, sachant que nous accueillons des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, hein, pour 80% d'entre elles, et l'éloignement dure, enfin, et date de plus d'un an. Et nous accompagnons des personnes qui ont pour grande majorité, donc pour plus de la moitié en tout cas, 2 à 3 problématiques de santé cumulées. Donc nous ne sommes pas peu fiers quand même d'en accompagner plus de 63% à l'emploi au bout d'un an. Je vous laisse passer la suite. Alors, dans les Hauts-de-France, nous avons un certain nombre d'établissements. Je vais laisser les collègues prendre la main. Amélie. Alors, ben, effectivement, une organisation territoriale avec voilà, autour des écrans les représentants de la réadaptation professionnelle en Hauts-de-France. En ce qui me concerne, donc Amélie Morel-Saumon, je dirige l'établissement qui se trouve à Berck, un établissement de préorientation de réadaptation professionnelle. Nous concourons au dispositif emploi accompagné du Pas-de-Calais et nous créons le dispositif de formation accompagnée du Pas-de-Calais. D'autres établissements dans les territoires. Alors bien sûr, même si nous appartenons ou nous sommes situés dans un département, nous intervenons dans l'ensemble des Hauts-de-France, voire plus largement, pour des publics qui se saisissent de nos offres, qui peuvent venir de la France entière. Tout dépend le dispositif il, euh, dans lequel ils souhaitent être accompagnés. Voilà, donc je vais laisser mes collègues aussi se présenter. Peut-être Carole, Denis, Oui, pour le je vais centre. commencer. Donc, Carole Denis, je suis directrice du centre lillois, qui est composé donc d'un ESRP, ESPO et un numéros. Donc, on est basé, nous, au niveau du CHR, à proximité en fait du CHR, avec une possibilité d'hébergement, euh, des formations qualifiantes qui sont mises en œuvre et proposées, et un centre de préorientation également. Je vais prendre le relais donc pour l'ETNAC. Donc, je suis Jean-Marc Dorène, directeur de pôle compétences et inclusion professionnelle pour les Hauts-de-France, et j'ai à mes côtés Madame Caudron, qui est chef de service santé et inclusion socio-professionnelle. Donc, l'ETNAC est présent essentiellement à Roubaix avec un ESRP, un centre de formation par apprentissage, et puis une participation aussi à la plateforme d'emploi accompagné, un dispositif de formation accompagné sur les Hauts-de-France, et ensuite un ESPO basé à Valenciennes avec une préparatoire générale délocalisée de l'ESRP de Roubaix, et 2 plateformes mobiles, chacune circulant soit dans l'Aisne, soit dans la Somme, pour desservir en termes de préorientation les différents bassins de ces départements un peu plus ruraux. Et prendre le relais donc pour la Fondation Opale. Bonjour à tous.
Je suis Valérie Dubois, la coordinatrice de l'UEROS de la Fondation Opale. Donc, on est à Berck-sur-Mer. On travaille beaucoup avec le centre La Molière, hein, que Madame Morel vient de présenter. Et je suis aussi aujourd'hui présente avec mes collègues qui constituent au sein de la Fondation Opale la partie insertion socio-professionnelle à la Fondation Opale. Donc, c'est l'équipe de Comet qui est présente avec moi en la personne de Monsieur Mussard et Madame Seux, commettent plus tout ce qui est prestations d'appui spécifique pour les troubles du neurodéveloppement. Et ma collègue Lucie Fréville, qui est assistante sociale à l'UEROS. Voilà. Un petit mot pour notre délégué régional qui nous rejoindra dans quelques instants, qui lui dirige l'établissement, donc le SRP de Saint-Omer en Chaussée, donc au niveau de l'Oise. Il nous rejoindra tout à l'heure. Donc on a vraiment une offre qui est répartie sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Peut-être n'avez-vous pas l'exhaustivité et toute la connaissance des dispositifs et de l'offre des établissements de réadaptation professionnelle. Le réseau Fagère et le site internet de la Fagère vous permet de retrouver toutes les informations et de pouvoir prendre contact avec l'un ou l'autre des établissements qui pourront vous donner des informations un peu plus précises dont vous auriez besoin. Merci beaucoup. On va passer à la diapo suivante. Voilà. Je pense que vous pouvez tout afficher si possible. Alors, pour rappel, hein, la réadaptation professionnelle, eh bien, c'est un parcours qui se situe entre la survenue d'une problématique de santé ou le moment où cette problématique de santé va poser un problème pour la personne dans sa participation à la vie sociale et professionnelle, et le retour donc à l'emploi ou le maintien à l'emploi de la personne. Et vous voyez que sur ce parcours, la personne va vivre un certain nombre de choses. Il va y avoir des choses liées à la santé, des arrêts maladie, de l'hospitalisation. Il va pouvoir y avoir de la rééducation, du soin, un certain nombre de choses. Et puis, à un moment donné, la personne va être déclarée consolidée, c'est-à-dire que même si on peut imaginer que la problématique de santé et plutôt d'ailleurs le rétablissement évolue, eh bien, malgré tout, il va être considéré qu'elle va devoir faire avec les séquelles de cette problématique de santé pour la suite de son parcours. Et à partir de cette étape de consolidation, la personne va devoir très souvent réenvisager une nouvelle suite de parcours qui peut être potentiellement très différente de la précédente. Donc, il va falloir qu'elle évalue la distance, hein, l'impact de sa problématique de santé sur sa distance à la vie sociale et professionnelle. Qu'est-ce qui fait frein, hein, et en quoi effectivement je vais devoir changer de parcours. Il peut y avoir de l'élaboration d'un nouveau projet professionnel pour conduire à un nouveau métier. Et puis, à partir du moment où la personne va avoir un nouveau projet, il va falloir aussi qu'elle franchisse un certain nombre d'étapes, parfois en fonction de ses besoins, pour consolider ce projet, pour le tester, pour se remettre à niveau. Très souvent, devoir se former à un nouveau métier, puis aller vers et dans l'emploi, donc en étant accompagné. Je vous ai mis deux définitions, je ne vais pas vous les lire, de toute manière, vous aurez le support, mais elles expliquent que dans tous les cas, il est question d'un processus. Hein, on n'est pas sur une action, mais parfois on est sur un ensemble d'actions qui vont permettre à la personne, eh bien, d'envisager ce nouveau parcours, avec parfois aussi des allers-retours, c'est-à-dire que la personne peut entamer un parcours vers l'emploi, avoir un nouveau besoin de soins, repartir, etc., etc. L'ensemble de cette période s'appelle la réadaptation. La seconde partie s'appelle la réadaptation professionnelle et accompagne la personne en fonction des besoins tout au long du parcours. Et elle accompagne par le biais d'une coordination d'acteurs qui va venir s'articuler sur ce parcours. On va passer à la suivante. Donc voilà, pour résumer, eh bien, c'est la période qui se situe donc entre la problématique de santé,
le maintien, le retour ou l'accès à l'emploi durable. Je précise durable parce que l'objectif n'est pas juste de trouver un nouveau métier, mais de pouvoir s'y inscrire durablement le plus longtemps possible parce qu'on aura levé l'ensemble des freins qui l'en éloignaient. Et donc, sur cette période de réadaptation, il y a un certain nombre de dispositifs qu'on va vous présenter maintenant. Alors, pour qui? Eh bien, pour toute personne qui a un projet d'inclusion professionnelle, d'insertion à partir de 16 ans et pour laquelle le recours au droit commun n'est pas possible sans soutien médico-social. C'est-à-dire que la réadaptation ne vient pas se substituer à ce qui existe. La personne, dans tous les cas, existe dans la société, dans un environnement, et elle va avoir accès à l'ensemble des prestations et des services qui vont exister. Si elle est demandeur d'emploi, elle va s'inscrire à France Travail. Si elle est donc à l'emploi et qu'elle a besoin de formation, elle va pouvoir, dans un premier cas, eh bien, utiliser les services, les organismes de formation qui sont prévus pour tout le monde. Mais si elle a besoin d'accompagnement médico-psychosocial du fait de sa problématique de santé, elle va pouvoir recourir à la réadaptation professionnelle. Donc, elle va demander à avoir une reconnaissance de cet éloignement de l'emploi. Donc, elle va être bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc via une reconnaissance travailleur handicapé ou alors selon d'autres modalités. Et puis, elle demandera une orientation de la Commission des droits et de l'autonomie, donc de la maison départementale des personnes handicapées, pour pouvoir bénéficier des prestations. Et donc, pourquoi? Eh bien, comme je l'ai dit, l'accompagnement vers l'insertion durable en subsidiarité du droit commun et en complémentarité du droit commun. Donc, les dispositifs de droit commun et de réadaptation vont pouvoir s'articuler autour de cet accompagnement. Et donc, dans l'idée de la réparation du préjudice d'éloignement de l'emploi du fait du handicap. Alors, 3 gros dispositifs peuvent jalonner ce parcours. L'UEROS, unité d'évaluation et de réentraînement à l'orientation sociale, eh bien, permet d'évaluer dans un premier temps l'impact des troubles cognitifs sur la participation à la vie sociale et professionnelle. Donc, il va être question d'évaluer les séquelles, mais d'évaluer également l'ensemble des capacités qui vont permettre à la personne de pouvoir construire un programme de retour à la vie sociale et professionnelle et de bénéficier donc d'accompagnement d'une équipe pluridisciplinaire pour réentraîner la personne dans ses fonctions cognitives pour la participation à la vie sociale et puis mettre en place aussi un parcours de réinterroger un parcours de vie professionnelle. Les établissements et services de préorientation permettent également d'évaluer la distance à l'emploi, donc une évaluation pluridisciplinaire médico-psychosociale de la distance à l'emploi et d'élaborer un projet professionnel qui tienne compte de la dynamique personnelle de la personne, parce que ce n'est pas parce que on a dû arrêter son emploi du fait du handicap qu'on doit reprendre le premier qui passe. Donc, il faut effectivement tenir compte de sa dynamique personnelle, de son environnement socio-économique et bien entendu de sa situation de santé. Les ESRP proposent un certain nombre de prestations qui permettent donc d'aller vers un nouveau métier en passant par une acquisition de compétences professionnelles qui peuvent, dans certains cas, aller jusqu'à la qualification, la certification vers un nouveau métier. Donc, dans les ESRP, il peut y avoir des phases préparatoires en fonction de besoins spécifiques, par exemple du français langue étrangère ou alors de la remobilisation au regard d'un éloignement de l'emploi qui aurait été important, ou alors la prise en compte d'un certain type de problématiques de santé, des troubles neurodéveloppementaux ou autre chose, et puis de la remise à niveau
et de la formation professionnelle, en sachant que cette formation, elle peut être délivrée donc en présentiel dans les établissements, mais elle peut aussi maintenant être dispensée dans les organismes de formation de droit commun en apportant l'accompagnement médico-psychosocial. Mais on va en reparler. Voilà, donc depuis, nous avons eu un décret en octobre 2020 qui a permis aux établissements et services donc, de réadaptation professionnelle, les trois UEROS, USPO et ESRP, de développer de nouveaux services. Alors, c'était déjà le cas dans les UEROS qui avaient pris de l'avance sur un certain nombre de prestations. Mais aujourd'hui, nous sommes en mesure donc de déployer des prestations d'évaluation conseil, donc qui sont des évaluations préliminaires médico-psychosociales qui permettent de définir, enfin d'identifier les besoins d'accompagnement d'une personne et de définir si cette personne, eh bien, a besoin de l'accompagnement du secteur de la réadaptation professionnelle. Le dispositif formation accompagnée, donc c'est un dispositif qui permet à une personne d'être accompagnée dans un organisme de formation de droit commun avec l'accompagnement malgré tout de la réadaptation. Ce qui permet aux établissements et services de répondre aujourd'hui dans des territoires dans lesquels ils n'étaient pas auparavant, donc de pouvoir accompagner une personne dans une zone qui n'est initialement pas couverte par la réadaptation professionnelle, mais aussi de pouvoir répondre à des personnes qui, pourquoi pas, habitent non loin d'un établissement et service de réadaptation professionnelle, mais qui ne délivrent pas le métier sur lequel elle veut se former. Et puis, certains établissements proposent également des prestations à destination des employeurs qui peuvent être mobilisées en amont ou alors soit en amont d'une notification de la Commission des droits et de l'autonomie, soit alors de manière totalement détachée, sans orientation, pour évaluer le maintien dans l'emploi d'un agent ou d'un salarié et les conditions donc, de maintien ou l'accompagnement à la reconversion en entreprise. Donc, il peut y avoir des évaluations, il peut y avoir des bilans professionnels ou des bilans de compétences. Et ces actions, donc cette expertise médico-sociale, qui, celle-ci, n'est pas prise en charge par l'assurance maladie, peut être prise en charge par le FIPHFP pour accompagner les actions de maintien dans l'emploi. Et donc, comme l'ont dit les collègues tout à l'heure, la réadaptation professionnelle porte aussi un certain nombre de dispositifs d'emploi accompagné. On peut passer. Alors là, je vais laisser la parole aux collègues. Je ne sais pas si c'était Michael Turpin qui devait prendre la main. Si c'est lui, alors peut-être que quelqu'un d'autre... Je peux prendre le relais si Michael Oui, je veux bien, merci. passe en ligne sur le CFA. En fait, on est à plusieurs établissements, notamment le Bellois et l'ETNAC de Roubaix, qui portent des dispositifs de formation par l'apprentissage. Ce sont des CFA ordinaires, mais qui sont adossés ou portés par des ESRP qui, de ce fait, peuvent mettre à disposition leurs plateaux médico-sociaux et donc sont tout à fait à même de recevoir des personnes qui sont bénéficiaires de la RQTH, de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Le FIP a des objectifs volontaristes d'accueil de personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Je parle sous couvert des personnes présentes du FIP aujourd'hui, Madame Chavot et Madame Sagnier, avec un catalogue qui est très généreux et quelquefois dans les conventions aussi passées avec le FIP des objectifs d'accueil. Et donc, penser effectivement aux ESRP des Hauts-de-France qui peuvent accueillir des personnes quelquefois sur des durées assez courtes au sein de la semaine. Je n'ai pas tous les détails de ce que fait le Bellois en termes d'accueil, mais Mickaël pourra compléter après. En tout cas, sur Roubaix, on forme sur un titre sur une durée d'1 an avec une présence sur site de 2 jours simplement par semaine.
Donc, le reste du temps, la personne est chez l'employeur et certaines semaines, il est à temps complet chez l'employeur. Donc, ça demande en fait assez peu de présence sur site pour une sécurité de recrutement de la part de l'employeur, puisque la personne peut s'acclimater à un nouveau service et sur cette régularité-là au niveau de la semaine, elle peut déjà tenir un poste en fait au niveau de son potentiel futur service. Donc c'est vraiment très intéressant. Et pour un coût très réduit à la charge de l'employeur grâce aux aides du FIP. Merci. Alors, nous pouvons accompagner des personnes impactées par une problématique de santé en nous appuyant donc sur une équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire médico-psychosociale est au cœur de l'accompagnement de l'ensemble de nos dispositifs. Dans nos établissements, personne ne peut prendre de décision tout seul. Alors déjà, on prend les décisions avec la personne, ça c'est la première chose, mais la situation de la personne, l'évolution de la personne, les décisions que la personne va prendre sur son parcours, eh bien, vont être accompagnées par un certain nombre de regards professionnels qui vont devoir s'articuler. Donc, une équipe médicale, alors, qui peut être composée de médecins psychiatres, d'infirmiers, qui va être en lien avec l'équipe d'accompagnement habituelle de la personne, une équipe psychosociale, alors assistants sociaux ou, enfin en tout cas travailleurs sociaux, psychologues cliniciens, psychologues du travail, neuropsychologues, ergothérapeutes. Les établissements peuvent avoir dans leurs équipes un certain nombre de professionnels pour répondre justement à la possibilité de faire des évaluations fonctionnelles, de se positionner sur les capacités de la personne, etc. Et puis des équipes pédagogiques et d'insertion qui permettent d'accompagner la personne sur son parcours, alors en sachant que l'ensemble de ces professionnels travaillent ensemble et se réunissent régulièrement pour apporter à la personne et à son entourage eh bien, l'appui pour la suite de son parcours. On peut passer, voilà, je l'ai déjà brièvement dit tout à l'heure, mais notre public alors, est un public d'âge moyen d'une quarantaine d'années. Donc, nous accueillons maintenant des mineurs et nous accueillons donc de plus en plus de jeunes, mais de l'autre côté, eh bien, nous accompagnons aussi de plus en plus longtemps, hein, donc des personnes de plus en plus âgées, si bien que notre public a toujours une quarantaine d'années. La majorité des personnes que nous accompagnons, je l'ai dit tout à l'heure, présentent deux pathologies et plus. Et c'est la combinaison de ces problématiques qui rendent parfois l'accès au droit commun plus difficile. La majorité est éloignée donc de plus d'un an, mais nous avons même parfois des éloignements de l'emploi de bien plus longs. Alors ça peut être parce qu'il y a eu une perte, enfin une désinsertion professionnelle des personnes qui ont perdu leur emploi et qui, faute d'avoir été accompagnées, n'ont pas pu y retourner rapidement. Il y a aussi des personnes qui sont en arrêt maladie pendant très très longtemps pendant l'arrêt maladie, enfin, pendant les arrêts maladie, on s'éloigne de l'emploi et le retour mérite souvent d'être accompagné. Voilà, on peut passer, de toute manière, le support sera donné. Alors, qui accompagne et qui oriente vers nos établissements? Eh bien, à peu près tout le monde, mais les employeurs publics donc, peuvent solliciter la réadaptation professionnelle et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc, que ce soit les services ressources humaines, la médecine du travail, peut nous solliciter pour l'accompagnement des agents qui présentent une situation de santé en entreprise. On peut passer. Voilà, donc dès lors que la question
de la possibilité pour un agent de se maintenir à son poste de travail se pose, nous pouvons être sollicités. Donc, ça peut être dans le cadre d'un congé maladie ou après un congé maladie, ou alors en cas de situations répétées qui font penser qu'il va y avoir soit une adaptation du poste à interroger, soit alors peut-être un nouveau poste à trouver. La sollicitation de la réadaptation peut permettre d'anticiper, alors, et pour les éviter, parfois les licenciements pour inaptitude, et puis accompagner le reclassement interne ou pourquoi pas la mobilité externe, mais dans tous les cas, accompagner la personne qui présente une difficulté. Donc, ce que les établissements peuvent proposer, ben, c'est l'évaluation de la situation, l'évaluation de l'adéquation santé poste de travail au regard des plaintes exprimées par la personne. Donc voilà, capacité fonctionnelle, les capacités cognitives, comportementales, etc. Donc les plaintes de l'agent, mais aussi ce que enfin, les plaintes rencontrent, enfin, en tout cas pas les plaintes, mais enfin, les observations de l'employeur quant à la capacité de travail de la personne. Et puis, la réadaptation peut aider les employeurs à intégrer la notion du handicap dans le parcours du salarié. Donc, nous pouvons, parce que nous avons cette expertise, accompagner aussi les questions de gestion de la reconnaissance travailleur handicapé, etc. Et puis, ce qui n'est pas inutile, c'est qu'on peut apporter un regard tiers dans la relation agent-employeur lorsque la problématique de santé rend difficile, rend compliqué les questions justement liées au travail. À partir du moment où le handicap survient ou en tout cas pose problème dans le parcours d'une personne, et bien souvent, ce problème va cristalliser un petit peu un certain nombre de choses et la réadaptation peut se poser comme un médiateur tiers dans la gestion de ce handicap en entreprise. On peut passer. Alors, comment? Eh bien, nous avons un certain nombre de dispositifs, nous avons un certain nombre de choses au catalogue, mais mais plutôt que d'aller chercher finalement une réponse, ce que nous proposons, c'est que dans tous les cas, dès lors que vous avez une question, c'est de contacter l'établissement le plus proche. Et ce qui va permettre donc d'échanger sur la situation et de pouvoir construire une réponse avec l'établissement. Parce que en fonction des plaintes exprimées, en fonction de la situation professionnelle de la personne, de son avancée dans le parcours, etc., les réponses peuvent être totalement différentes. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez contacter l'établissement le plus proche afin d'identifier des réponses et de construire la réponse avec les établissements. Parce qu'en fonction, nous allons pouvoir proposer soit des réponses donc avec une orientation de la Commission des droits et de l'autonomie, ou pourquoi pas une réponse qui peut être plus légère et plus rapide dans le cadre de l'évaluation ou de l'accompagnement au maintien dans l'emploi. Donc on peut passer. Voilà, parce qu'il existe différents outils qui peuvent aussi permettre de donner une réponse qui soit totalement ajustée à la situation. Et le catalogue du FIPHFP possède un certain nombre de réponses qui permettent d'encadrer aussi ce que la réadaptation peut proposer. Donc, si je prends le cas de l'aide 18 peut financer des évaluations afin d'identifier effectivement les conditions du maintien dans l'emploi. L'aide 19 peut financer des bilans de compétences qui permettront à la personne d'être accompagnée à l'identification d'un nouveau poste dans l'entreprise, etc. Et puis, dès lors qu'on identifie que la personne va avoir besoin soit de l'UEROS, soit de l'ESPO, soit de l'ESRP, il peut y avoir donc l'accompagnement à la demande d'une orientation de la CDA.
Et la prise en charge, une prise en charge qui va dépendre du statut de l'agent. Parce que les agents, lorsqu'ils viennent en réadaptation, en fonction de leur statut, eh bien, vont soit continuer à être rémunérés par leur employeur dans le cadre de la réadaptation professionnelle, ou alors vont pouvoir, mais on va passer à la diapo suivante, être pris en charge par un autre type de rémunération. Alors voilà, c'est écrit en petit et vous aurez le support. Ce sont aussi des choses qui sont écrites sur la fiche mémo qui vous sera délivrée. Ce qui est important, c'est de se dire qu'il n'y a aucun statut, aucune situation qui empêche l'accès à la réadaptation professionnelle. Il n'y a pas de situation dans laquelle une personne ne pourrait pas en bénéficier. Donc, même si effectivement la personne, alors elle peut être soit encore à l'emploi, mais on peut se poser la question de sa reconversion malgré tout. Elle peut être en arrêt maladie, elle peut être mise en disponibilité suite à un congé longue maladie, mais aussi ça peut se faire dans le cadre de la période préalable au reclassement. Il n'existe pas de statut qui empêche la réadaptation. Alors je le martèle, mais parce que nous avons d'expérience parfois eu des difficultés. Donc, nous, établissement de réadaptation professionnelle et vous, agents de la fonction, enfin, employeurs de la fonction publique, au moment effectivement de résoudre les questions administratives, eh bien, il nous est arrivé de nous retrouver un petit peu bloqués. Nous avons beaucoup progressé de part et d'autre sur ce point et voilà, nous sommes en mesure de lever l'ensemble des freins. Donc, si au moment effectivement de solliciter les établissements de réadaptation professionnelle, eh bien, vous deviez être sur une de ces difficultés, il y aura toujours le moyen de la lever. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Là, je vous ai mis le catalogue des interventions du FIPHFP et puis un guide d'accompagnement qui avait été réalisé, qui balaye l'ensemble des situations encadrant le reclassement des agents de la fonction publique, un guide assez riche et donc je vous en conseille également la lecture. Alors, nous avons parlé donc de l'accompagnement des agents de la fonction publique en situation donc, de risque d'inaptitude pour les accompagner dans leur maintien dans l'emploi, dans leur reconversion. Mais la réadaptation professionnelle, elle propose aussi alors un vivier de compétences. Nous accompagnons 20 000 personnes que nous donc accompagnons vers des nouveaux métiers. Et donc, ce sont des personnes qui sont pleinement en capacité de reprendre ou de prendre une activité professionnelle. Jean-Marc Dorène l'a dit tout à l'heure, il y a aussi donc de l'apprentissage qui est réalisé donc en établissement. Et donc, nous avons des personnes qui peuvent intégrer vos équipes, qui sont pleinement formées pour le faire sur 240 métiers. Alors, ça, c'est en interne à nos établissements sur l'ensemble du territoire national, mais nous accompagnons aussi via la formation accompagnée, ce qui permet d'amener encore d'autres personnes vers les métiers pour lesquels vous pouvez avoir besoin de compétences. Donc, n'hésitez pas à vous tourner également vers les établissements et services dans le cadre du recrutement. Et puis, nos formations qualifiantes, eh bien, sont jalonnées de périodes d'application en entreprise, de stages en entreprise, donc plus ou moins longs, mais qui permettent aussi d'accueillir des personnes pour participer à leur formation, ce qui est déjà fortement louable, mais en plus de pouvoir tester, pourquoi pas, de futurs professionnels pendant ces périodes de stage, en vue, pourquoi pas, de les recruter par la suite. Vous pouvez aussi participer, donc, je veux bien qu'on revienne. Merci. Alors, nos formations mènent pour grande partie à des titres professionnels et les sessions d'examen
sont réalisées eh bien, par des jurés d'examen qui sont des professionnels en exercice. Or, bah, vous êtes vous-même des professionnels et puis bah, vos collaborateurs et collègues sont des professionnels qui peuvent également participer à ces sessions d'examen afin de permettre à des personnes handicapées de retourner à l'emploi. Donc, ben voilà, vous pouvez participer à ces jurés d'examen. Vous pouvez aussi participer à, pourquoi pas, des sessions de formation ou apporter des compétences dans le cadre du mécénat de compétences et ainsi favoriser l'emploi, le retour à l'emploi des travailleurs handicapés. Et puis, nos établissements, eh bien, sont donc des plateaux techniques qui accompagnent les personnes donc, vers l'emploi. Donc, nous avons des plateaux techniques médico-sociaux et professionnels. Et vous pouvez venir les visiter pour découvrir aussi comment on accompagne le handicap dans son retour à l'emploi. Vous pouvez accueillir nos stagiaires ou nos professionnels à visiter vos entreprises, voilà, par des visites d'établissement. Donc, il peut y avoir aussi des échanges pour se découvrir, mieux se connaître. Euh, voilà, on peut aussi participer de manière commune à des forums, etc. Et puis, je pense que maintenant, vous connaissez le duodé. Nos stagiaires peuvent être invités à venir vous rencontrer, à venir vous accompagner sur vos métiers dans le cadre du duodé. Et on peut passer. Oui, merci. Avant de poursuivre, il y a une question d'Isabelle V. Comment cela se passe lorsque l'agent est en arrêt maladie et est envoyé en formation s'il lui arrive un AT, par exemple? Alors déjà, lorsque la personne vient en réadaptation professionnelle, donc l'assurance maladie est bien entendu donc informée et associée, c'est-à-dire que ça se fait avec son accord, hein. Alors après, il va y avoir des situations, enfin, euh, oui, alors là, c'est presque des situations au cas par cas. J'hésite à répondre de manière un petit peu générale par rapport à ça. Il y a une couverture, dans tous les cas, il y a une couverture accident du travail, maladie professionnelle, quelle que soit la situation, mais elle ne va pas relever du même opérateur en fonction de la situation. Par exemple, si la personne est euh, mise en disposition, en disponibilité d'office, c'est la région qui assure la rémunération, qui va également assurer la couverture AT-MP. Donc, lorsqu'on est en maladie, enfin, lorsque l'agent est en maladie, eh bien, en fait, ça va dépendre de sa situation, alors de la période sur laquelle elle est en maladie. Est-ce que elle est en AIT? Est-ce qu'elle est en, enfin, donc, j'hésite. Il y a toujours une solution, mais j'hésite à donner une réponse qui serait trop globale. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est que s'il y a une situation précise, eh bien, il est possible de me contacter et puis qu'on puisse en discuter en direct. Merci. Alors, Voilà, alors là maintenant, je vais passer la main aux collègues qui vont illustrer justement le propos global par des témoignages et des illustrations de parcours réels. Eh ben, bonjour à toutes et à tous pour rejoindre les aléas du direct et de la technique. Dans tous les cas, merci beaucoup Catherine pour cette description et puis cette présentation bien détaillée. De manière à illustrer et puis à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on vous proposait des illustrations de quelques accompagnements d'agents publics en réadaptation professionnelle.
de manière à rendre plus vrai et plus en détail à travers ces exemples ce qu'on a pu déjà vous présenter. Ce qu'on vous propose en premier, c'est dans le dispositif, beaucoup d'entre vous le connaissez déjà, c'est le dispositif RecoPro avec la fonction publique hospitalière et un accompagnement qui a eu lieu donc au Centre lillois de réadaptation professionnelle. Cet accompagnement a eu lieu récemment et dure encore, et la personne a souhaité témoigner en vidéo. Donc, on vous propose en image ce témoignage de Madame Meyer. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie et j'ai bénéficié du dispositif RecoPro de novembre 2024 à juin 2025. La raison pour laquelle je m'exprime en vidéo aujourd'hui, c'est qu'à l'heure de ce webinaire, je suis en cours en école de communication. Je vais donc vous expliquer en quoi le dispositif RecoPro a changé ma vie professionnelle et je vais commencer par vous parler de mon éducation. Donc j'ai un BEP carrière sanitaire et sociale, un bac pro service de proximité et vie locale et un BTS économie sociale et familiale. J'ai commencé ma carrière en 2013 en tant que ASH en imagerie médicale où j'assistais notamment les radiologues pendant les gestes invasifs comme les biopsies sous échographie. Puis j'ai occupé des postes d'accueil et de secrétariat médical en gynécologie, obstétrique et scénologie dans une clinique privée. Et finalement, je suis retournée dans la fonction publique hospitalière, toujours en imagerie, dans le même service que j'avais quitté quelques années plus tôt, cette fois-ci en tant qu'adjointe administrative faisant fonction secrétaire médicale pendant 5 ans. Et j'ai connu un changement de service pour intégrer finalement la pharmacie à usage interne. Avec le temps, je me suis rendu compte que je ne m'épanouissais plus. Les tâches étaient devenues rébarbatives et ma santé, fragilisée par une maladie chronique diagnostiquée en 2019, se dégradait. Pendant plusieurs années, je n'ai pas fait les démarches pour une RQTH parce que je pensais que mon état n'était pas assez grave et que je gérais mes symptômes. Pas du tout. Donc j'ai ressenti le besoin de me reconstruire professionnellement sans trop savoir par où commencer. Donc à chercher comment m'y prendre dans la fonction publique, comment faire une période d'immersion en accord avec mon employeur. Et c'est au gré de mes recherches que j'ai découvert RecoPro sur le site de la NFH. Donc j'ai demandé des informations par mail. Et finalement, quelques mois plus tard, j'ai été conviée en même temps que mon service RH qui était aussi intéressé par ce dispositif-là, qui le découvrait. Donc ça m'a permis de l'intégrer facilement avec le soutien de mon service RH. Donc dès la première réunion de présentation, j'ai senti que c'était le bon dispositif pour moi. RecoPro prenait en compte l'ensemble de ma situation, aussi bien professionnelle que médicale, avec une équipe pluridisciplinaire à l'écoute. C'était une vraie collaboration aussi avec le service RH de mon établissement, comme je le disais. Mes attentes étaient simples. Retrouver un projet professionnel qui ait du sens, dans lequel je puisse m'épanouir, tout en respectant mes contraintes de santé, et surtout retrouver confiance en moi et en mes capacités. Le parcours s'est déroulé de façon très progressive. Il y a eu des tests, des ateliers collectifs, c'était très ludique, avec des méthodes amusantes, des enquêtes métiers aussi, pour interroger les personnes qui exerçaient les métiers qui nous intéressaient, des entretiens individuels entre chaque rendez-vous RecoPro pour vérifier qu'on était bien sur le même objectif, ou si on avait des doutes, lever les doutes, lever les derniers freins. Donc tout avait du sens et ça m'aidait à avancer. Et puis, il y a eu les immersions professionnelles, les fameuses, qui ont été déterminantes. Donc là, ça a été un vrai déclic. J'ai compris que c'était la communication et le digital dans lequel je voulais évoluer. Donc, j'ai passé des tests auprès de l'école et finalement, aujourd'hui, grâce aussi au fait que j'ai un BTS, j'ai pu intégrer directement une 3e et dernière année de bachelor en marketing et communication digitale au sein d'une école reconnue de la métropole lilloise, où je pratique beaucoup et c'est vraiment très intéressant. Ça fait 1 mois là que j'ai commencé et j'ai déjà mené pas mal de projets. Je suis très heureuse dans mes études et ça. RecoPro, ça m'a permis de retrouver la confiance, de l'élan et une direction claire
Je garde de cette expérience un vrai sentiment de gratitude, celui d'avoir été comprise, accompagnée et encouragée à chaque étape. J'ai aussi rencontré des personnes formidables et qui sont devenues des amis. Pour moi, RecoPro, c'est bien plus qu'un dispositif, c'est une passerelle vers une nouvelle vie professionnelle construite sur des bases solides, cohérentes et humaines. Et c'est ce qui en fait, selon moi, toute la force. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ce très beau témoignage et ce bel accompagnement par le Centre Lillois. Est-ce que, côté des collègues du Centre Lillois, vous avez des choses à rajouter? C'est plutôt assez bien résumé. Alors moi, je suis Céline Renaud, je suis la coordinatrice de ce dispositif dans tous les Hauts-de-France et je suis accompagnée par Sylvie. Et donc moi, c'est Sylvie Liébar, je suis psychologue du travail et j'ai notamment accompagné Madame Meyer dans un groupe Rocopro là tout récemment. D'accord. Donc là, elle est toujours accompagnée? Non, donc elle a terminé son parcours en juin dernier et donc comme elle le dit, elle a démarré sa formation en septembre là à la rentrée là donc en bachelor marketing. D'accord. Très, très joli parcours. Fleur, est-ce qu'on a des questions? N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Oui, oui. Donc, on a un spectateur anonyme qui nous dit, en contactant l'établissement le plus proche, on m'interroge face à une situation, y a-t-il un opérateur de proximité identifié par territoire pour orienter les demandes? Quelle quelle complémentarité avec le Cap emploi? Ah, donc là, on a une question plus globale. On aura l'occasion de répondre à cette question en fin de ce webinaire, puisqu'on vous donnera tous les contacts. Et effectivement, déjà, pour amorcer la première réponse, oui, vous aurez des contacts de proximité, puisque, sauf dans deux départements de la région où il n'y a pas, euh, on va dire, de bureaux attitrés à proximité, mais sinon, nous sommes présents sur la totalité des territoires. Alors, Donc, vous peut-être avez des contacts sur tous les territoires. peut-être préciser que pour l'action qui a été présentée spécifiquement Recopro, effectivement, elle se déroule sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. L'ANFH peut être le contact de la personne qui s'intéresse à ce dispositif, en sachant que l'ANFH fait appel à des prestataires donc qui sont au niveau du Centre lillois de réadaptation professionnelle et de l'ESRP, ESPO La Molière. Mais le contact spécifiquement pour cette action Recopro de groupe, c'est plutôt l'ANFH. En ce qui concerne les CAP emploi sont les partenaires, j'ai envie de dire, naturels des ESRP et des ESPO. Donc, si une personne est effectivement accompagnée et a un contact, donc conseiller CAP emploi, ce conseiller CAP emploi va se mettre naturellement en lien avec le SRP ESPO du territoire et faciliter justement ce lien. Est-ce qu'on a une question, Fleur, sur le témoignage que l'on vient d'entendre? Non, Merci pas, Amélie, pour cette pas précision. d'autres questions pour l'instant. D'accord. Est-ce que côté Centre Lillois, vous avez des choses à compléter pour mettre en avant entre ce que disait Madame Morel-Saumon et puis le témoignage? Alors, peut-être que moi, je pourrais rajouter que enfin, c'était plutôt assez bien résumé comme témoignage, mais je pense que la force de ce dispositif, c'est le collectif qui fait, je pense, vraiment beaucoup. On sent que c'est des personnes qui ont quand même une vraie souffrance à travers leur travail. Le fait de retrouver ce collectif, c'est aussi sortir de l'isolement et on sent qu'il y a voilà, un déclic qui se fait également par ce biais-là. Après, voilà, comme exprimé, il y a tout ce qui est entretien individuel. Il y a aussi un aspect médical, puisque la personne va pouvoir rencontrer une infirmière santé-travail qui va aussi l'aider dans cette réalisation de projets professionnels. Donc voilà, c'est un ensemble, c'est un dispositif qui dure à peu près 6 mois en moyenne et effectivement qui est diffusé sur plusieurs territoires puisque, en tout cas, nous, par nous-mêmes, on intervient sur le Douaisis et sur Lille et les collègues de Berck interviennent sur Amiens et Beauvais. Et si je peux me Juste permettre, peut-être s'il y a... Oui, non, vas-y Excuse-moi Sylvie. Isabelle. Non, non, Juste ce vas-y. que je rajouterais qui est une force là-dessus, c'est vraiment une réponse qui est co-construite autant avec la personne, avec l'employeur, avec la NFH et avec le prestataire. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort parce qu'en fait, il y a des comités intermédiaires, comités final, qui permettent de d'acter avec l'employeur, avec la NFH, l'ensemble du plan d'action.
Et ça, c'est quelque chose qui permet de remettre du liant entre l'employeur et qui permet aussi de trouver des moyens de financement par rapport au plan d'action formation. Donc, avant de Donc là, continuer la Sur présentation, la il y a une... partie des stages aussi. Puisqu'en fait, la force aussi de ce dispositif, c'est que les agents puissent aussi tester leurs projets en situation réelle lors des périodes d'immersion. Et ça fait vraiment toute la différence. Et c'est là où souvent le déclic se fait et où vraiment ils reprennent confiance en eux et où vraiment là, ils savent que c'est ça. Et après, ils vont vraiment vers leur projet. Donc là, on est vraiment sur un très premier témoignage qui montre la belle synergie, la belle coopération qu'il peut y avoir entre la fonction publique, là en l'occurrence hospitalière, la réadaptation professionnelle avec le FIP au centre de tout ça et la NFH. Fleur, vous vouliez rajouter quelque chose? Une dernière question avant de continuer, d'Isabelle V. Peut-on solliciter le centre La Molière sans passage par Cap Emploi? Oui. Oui, oui. On vous donnera tous les contacts. L'objectif, c'est vraiment de se positionner comme des experts de proximité et que vous ayez en tout cas les coordonnées de l'établissement le plus proche de vous ou sur votre territoire. Je vous propose de passer au deuxième témoignage. Merci beaucoup les collègues du Centre Lillois et vous remercierez bien, vous souhaiterez une belle réussite à Madame Meyer. Je vous propose de passer à un accompagnement justement sur la Molière, le Centre La Molière, d'un accompagnement en préorientation. Je vais laisser la parole aux collègues qui vont effectivement commenter ce parcours d'accompagnement. Mais je pense qu'on va laisser la parole si Monsieur Honret est là. Je l'ai vu. Oui. Vous êtes là, Monsieur Honret? Vous Je devez ne l'entends plus. réactiver votre micro. Bon. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, il y a un Alors avant, écho. Vous alors avant devez, tout, je suis désolé du retard. J'ai eu des gros soucis de connexion et je vous entends en écho, c'est qui est pas très agréable pour moi. vous devez Alors, couper les autres micros qui sont dans votre pièce pour n'en laisser qu'un seul ouvert. ok, bon, je vais voir ça après. Ok. Donc voilà, donc je m'appelle David Orat, je suis âgé de 50 ans. J'ai un parcours d'éducateur spécialisé. Je suis diplômé en 2002 et j'ai un diplôme de formateur en 2012. Depuis 23 ans, je travaille en psychiatrie. Mon employeur actuel, c'est le PSM de l'agglomération lilloise à Saint-André. Pour des soucis de dos, j'ai intégré le centre hier. J'ai intégré au départ un parcours de 12 semaines que j'ai voulu prolonger de 2 semaines supplémentaires, donc 14 semaines, pour optimiser mes chances de faire des stages. Et donc, ça m'a permis de faire 3 stages en lien avec mes projets professionnels, à savoir gestion des ressources humaines et cadre socio-éducatif. Donc, c'est dans le cadre de... pour pouvoir intégrer le parcours préo, j'ai été mise en dispo au niveau de... pour ne plus percevoir de salaire. Parce que je percevais Je suis désolé, je m'entends en écho en même temps. Durant mon parcours des 14 semaines, j'ai pu mener plusieurs ateliers. Comptabilité, M1, M2, donc tout ça en lien avec mes projets professionnels dont les résultats étaient très très bons.
J'ai été étroitement accompagné par une équipe pédagogique que je nommerais d'excellence. Euh, j'ai eu de très bons conseils, j'ai été très bien guidé. D'autant plus qu'il y a eu du lien avec ma cadre socio-éducative, Madame Varet, et l'assistante sociale du personnel de l'EPSM, Madame Vistico, qui se sont investis étroitement dans le cadre de mes projets et qui ont essayé d'apporter des solutions d'orientation, de recherche pour me permettre de pouvoir réintégrer un emploi. Il semblerait que vous À ayez l'heure 2 micros d'aujourd'hui, là, je n'ai pas trouvé de financement de formation en lien avec le projet qui est ressorti de mon parcours préau, à savoir la formation CAFER 8, cadre socio-éducatif. Je n'ai pas su obtenir le financement. Je me suis rapproché auprès de la NFH également. Donc voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis... Peut-être Madame Rimbaud veut prendre le relais, on Oui, n'entend pas le son. Donc Madame Rimbaud, qui est la responsable de la préorientation à la Molière, qui pourra peut-être parler du parcours de Monsieur Unrat. oui, pour essayer de compléter, parce qu'effectivement, on a quelques soucis pour bien entendre Monsieur Honrat. Et Isabelle Rimbaud, votre son est coupé. Donc, Monsieur Honrat, comme il s'est défini, hein, c'est quelqu'un qui était éducateur spécialisé, puis suite à des problématiques de santé quand même assez importantes, en fait, il ne pouvait plus exercer son métier d'éducateur spécialisé parce que ça lui demandait des déplacements assez réguliers, ça lui demandait tout ce qui était en fait des animations qu'il ne pouvait plus mener au regard de toutes les difficultés qu'il avait sur les membres supérieurs et inférieurs. Progressivement, donc il est arrivé chez nous avec un statut de mise en disponibilité, ne connaissant pas en fait le dispositif Recopro. Donc en fait, il a intégré le parcours avec cette, on va dire ce point de vigilance. Il a très très vite en fait, il est parti sur des postes, mais légitimement, j'ai envie de dire de cadre socio-éducatif parce qu'il avait déjà en fait ce regard un peu social et puis ce regard de responsabilité. Il souhaitait évoluer et en fait c'était un poste légitime par rapport à celui d'éducateur. Il a été testé pour ça sur toutes ses capacités cognitives parce qu'en fait il repartait sur un niveau quand même assez exigeant. Il a été évalué également sur toutes les domaines sur lesquels il serait amené à intervenir, tout ce qui était médico-psychosocial. Donc, quand il évoque le M1, M2, c'est le médico-psychosocial 1, médico-psychosocial 2. Tout ce qui était la comptabilité, parce qu'au départ, il évoquait aussi des projets d'un gestionnaire des ressources humaines. Et puis, lui a été rajouté, en fait, un projet qui était mené avec Vendin Levieille sur, en fait, tout ce qui était la psychiatrie et le développement d'ateliers professionnels au niveau de la psychiatrie. C'était un secteur qu'il connaissait parfaitement. Et d'ailleurs, afin de vérifier un peu tout ce projet-là, il a été amené à faire un stage justement avec le concours de l'UGCAM Vendin-le-Vieil sur ce projet et dans la fonction de responsable de service. Voilà, donc on a travaillé pendant tout le long du parcours, alors avec l'employeur, hein, pour essayer de voir un petit peu comment on pouvait obtenir des financements parce que il avait bien identifié en fait la fonction de cadre socio-éducatif, il avait bien les dates de formation sur le Café Ruisse, il savait exactement le parcours et tout ce qu'il devait mener, sauf que comme il était en mise en disponibilité, on ne trouvait pas le moyen de financer la formation. Donc c'est un travail qui a continué derrière on a renvoyé avec son accord son bilan au niveau de l'ANFH et il a re-rencontré en fait le service social et sa cadre de service dans le cadre de son projet de formation. Voilà, donc il a fait beaucoup de stages, Monsieur Honrart. Il a raison de le dire parce qu'en fait, il a fait des stages qui étaient vraiment fort intéressants. Il a travaillé sur tout ce qui était les gestions des ressources humaines au niveau du CHAM et il a travaillé sur le poste de coordonnateur de parcours au niveau d'un SAMSA.
Donc c'est vrai qu'il a fait 3 grands stages avec 3 grandes responsabilités et à chaque fois il s'en est vraiment extrêmement bien sorti. Donc c'est vrai que ça lui correspond très bien. C'est un parcours qui est idéal pour lui. La seule chose c'est que ben, aujourd'hui en fait Monsieur Honrat est toujours en fait en grande difficulté par rapport à son statut de mise en disponibilité parce que ça ne lui permet pas d'obtenir le financement de sa formation. Donc je sais que, mais je voudrais bien il en parle, Monsieur Andrea, et peut-être avec Madame Vistico. Et je sais qu'il était en pourparlers à un moment donné sur une évolution aussi d'un poste peut-être d'assistant des services sociaux. Voilà, Monsieur Andrea. Je vous laisse peut-être la main avec Madame Vistico, peut-être. Alors, on va pas avoir forcément beaucoup de temps, je préfère le dire, parce que je vois le temps passer, mais allez-y, je vous en prie, Monsieur Honrat. En quelques mots. Donc là, on est sur une difficulté de financement. Donc dites-nous comment ça se passe là actuellement, votre demande de financement pour la formation. Alors là, actuellement, je suis toujours en congé longue maladie. Je perçois un demi-traitement de salaire, ce qui est compliqué financièrement, je ne vous cache pas. Avec mon employeur, Madame Vistico, il a été décidé en fait que j'entame une VAE assistance sociale. Donc, ayant déjà un diplôme d'éducateur spécialisé, normalement, je n'aurai que 2 domaines de compétences à valider sur les 4 domaines de la VAE. Ce qui me permettrait de pouvoir reprendre le travail dès que possible, on va dire, après l'obtention du diplôme assistant social, sur des missions sédentaires. Donc, avec ma cadre socio-éducatif, on s'était dit que ce serait plutôt dans le milieu médico-social pour me permettre de ne pas faire de longs déplacements, puisque c'est ça ma problématique à l'heure d'aujourd'hui. Et ensuite de ça, le fait de pouvoir reprendre le travail, je pourrais faire la formation CAFERUIS, cadre socio-éducatif. Parce que tout le temps que je suis en arrêt maladie, je ne peux pas faire de formation. Alors que la VAE, bon, je peux avoir un accompagnement pédagogique, mais je peux être encore en arrêt maladie. Voilà, donc effectivement, on voit la complexité pour obtenir des financements entre les différents statuts, le fait d'être chez nous et puis de passer le relais entre les situations d'arrêt maladie, financement, paye, etc. Donc ça veut dire que là, il y a forcément des choses à creuser et à voir ensemble, sachant que là, on est sur des cas très spécifiques. Et ce qu'il faut aussi surtout valoriser, c'est le travail énorme qui est fait entre l'employeur, le bénéficiaire, donc l'agent, donc vous en l'occurrence, Monsieur Honrat, et puis le centre La Molière, et qu'on est vraiment sur de l'accompagnement individualisé et personnalisé. Et ça, c'est extrêmement important et c'est la clé de tout. Merci beaucoup pour ces témoignages. Bonne suite à vous, Monsieur Honrat. On croise les doigts. Ça a l'air quand même bien entamé. On y pense et on reprendra par l'intermédiaire de nos collègues de vos nouvelles. Bonne suite à vous. Je vous propose de passer au 3e témoignage d'un accompagnement à l'EPNAC de Roubaix. Donc là, sur un bilan de compétences du centre hospitalier de Roubaix qui a été mené donc par les collègues de l'EPNAC. Le témoignage aura lieu aussi en captation vidéo. Donc je vous laisse regarder ce témoignage. Bonjour, donc je vais me présenter rapidement. Donc, Suzanne Schingard, psychologue du travail au sein de l'EPNAC, le SRP de Roubaix. Et donc, je présente donc Monsieur Olivier Sepagnac, avec qui nous avons effectué un bilan de compétences ensemble. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bonjour Suzanne, Olivier Sepagnac, j'ai 52 ans, je suis salarié de l'hôpital de Roubaix. Voilà, mon premier métier étant infirmier donc en réanimation. J'ai exercé mon métier pendant plus de 20 ans. J'ai dû arrêter mon métier voilà, pour raisons personnelles. Derrière ça, j'ai donc bénéficié d'une reconversion professionnelle sur laquelle je suis parti en tant que jardinier paysagiste au sein de l'hôpital de Roubaix qui m'ont offert la formation. Et j'ai donc exercé pendant 2 ans et demi
Suite à cela, j'ai dû arrêter et contraindre d'arrêter mon métier de jardinier paysagiste. J'ai eu malheureusement un grave accident de travail, donc une maladie professionnelle qui m'a empêché de continuer. Voilà, donc j'ai dû me reconcentrer sur un nouveau métier à l'hôpital et on m'a proposé l'hôpital de Roubaix, donc le service de la direction des ressources humaines, m'a proposé donc un bilan de compétences au sein de l'ETNAC de Roubaix, d'une part par la proximité, et puis d'autre part l'hôpital a une sorte de partenariat avec l'ETNAC de Roubaix. Voilà. Ça, exactement. Et comment s'est déroulé ce bilan de compétences? Quelles ont été les actions concrètes qui ont été mises en place? Bien, là en fait, le bilan de compétences s'est déroulé quand même sur 2-3 mois assez intensifs, sur lesquels les premières séances ont été quand même assez longues, demandaient beaucoup de concentration, puisqu'on réalisait des tests psychotechniques et là-dessus, on est amené justement à voir différentes choses sur les tests psychotechniques. Oui, les tests de personnalité, d'intérêt professionnel, etc. En effet. Voilà. Pas mal de tests. Voilà, ouais. Et quelle a été l'issue de ce bilan de compétences? Alors, le bilan de compétences à l'issue donc des 2-3 mois, il a montré qu'en fait j'avais un intérêt personnel et professionnel sur tout ce qui était métier du social. Donc en fait mon premier métier ressortait, le métier d'infirmier, mais par contre plus dans les soins, mais de la prévention santé et santé au travail. Voilà. C'est ça, donc et suite à des enquêtes métiers, ça a aussi donc permis de pouvoir valider Oui, cette piste-là. oui, tout à fait, parce qu'en fait, on est sur le terrain et là, du coup, on se rend compte un petit peu du travail engagé par ces infirmières qui travaillent au sein des collectivités, au sein des entreprises. Voilà, donc ça donne ça m'a donné beaucoup de choix et puis un intérêt justement pour ce métier. Et quelle est la finalité? Qu'est-ce que ça vous a apporté ce bilan de compétences au final? Ça va apporter quand même en fait un vrai sens, retrouver une voie professionnelle et surtout de rebondir assez rapidement sur sur un nouveau métier. Et puis je remercie aussi le TAC là-dessus parce que j'ai été très bien encadré, très bien entouré. Et voilà, donc j'ai postulé sur différents métiers, on attend les réponses. Voilà. Super, merci Voilà. pour cette interview. Merci Suzanne. À bientôt. Merci pour l'équipe et puis je remercie toutes les équipes de secrétaires et puis vous aussi. Hein. Merci. Merci. Surtout, merci à vous, Monsieur Zespagnac, d'avoir témoigné sur cet accompagnement aussi à un niveau supérieur. On voit toujours pour la fonction publique hospitalière. Là, on est sur l'accompagnement sur un bilan de compétences. Donc, on a eu RecoPro, on a eu effectivement centre de préorientation en ESPO, et là, on est sur un bilan de compétences. Je vais passer la parole aux collègues de l'EPNAC qui ont qui ont eu l'occasion d'accompagner monsieur pour nous en dire peut-être un petit peu plus et compléter si besoin ce que monsieur nous a dit. Pour vous présenter davantage la démarche du bilan de compétences, contrairement aux autres dispositifs qui ont été présentés auparavant, c'est un dispositif purement individuel. Il n'y a pas du tout de dimension collective et ça demande une implication directe de la personne parce que il y a toute une phase de tests, test de personnalité, test d'aptitude, test des valeurs et intérêts professionnels. On construit un portefeuille de compétences, mais dans tout ça, en fait, il y a des allers-retours où la personne travaille de son côté et revient après avec ses recherches, synthétiser tout ça avec la psychologue du travail. Donc, il y a la dimension investissement personnel. Alors, pour Monsieur Sepagnac,
Et ce qui ressortait principalement, c'était à la fois le besoin, par rapport à ces problématiques de santé, d'avoir un métier qui ne le mobilisait plus physiquement, ce qui n'était pas le cas dans son métier d'infirmier puis de paysagiste, hein, comme il l'a expliqué, et où il n'était plus soumis à la même dimension de stress, aux mêmes horaires, aux mêmes contraintes de cadrage. Plusieurs pistes s'étaient dessinées, mais monsieur a choisi la piste qui lui demandait le moins de formation, en fait. Et puis, par rapport aux conclusions, il semblait que, notamment dans la prévention santé, au niveau des collectivités territoriales, des opportunités se dessinaient. Et donc là, il y a des pistes, monsieur a postulé, et puis ben, on lui souhaite de pouvoir y arriver directement. Sinon, reste la possibilité finalement de faire un DU derrière en prévention en santé ou en santé au travail, ce qui est possible aussi de se professionnaliser davantage s'il ne trouve pas directement sans se former. Voilà, s'il y a des questions particulières sur le Alors, bilan de compétences. moi, j'en avais une parce que quand on a préparé ce témoignage, il me semblait que monsieur avait déjà changé de métier, hein. Je crois Oui, qu'il était passé aux espaces verts, si tout à ma fait. mémoire elle est bonne, au centre hospitalier de Roubaix. Et puis ensuite, comme il le souligne, de nouveaux soucis de santé, etc. Et après revenu. Donc, sa première réorientation, déjà reclassement au sein du centre, vous y aviez participé ou vous n'avez participé Qu'à la deuxième. À D'accord. l'époque, monsieur ne nous a pas sollicité. Il a eu un premier arrêt où il a considéré que c'était une problématique personnelle qui ne lui permettait plus d'exercer son métier d'infirmier en réanimation, qui était un métier vraiment soumis au stress, hein, très anxiogène, et besoin de se recentrer sur quelque chose de moins cadré, plus en lien avec la nature. Mais finalement, il s'avérait que physiquement, il n'a pas pu maintenir ce métier-là. Hmm. Voilà. Alors ça veut peut-être dire aussi, pour donner du sens un petit peu à nos actions, c'est que pour la première fois, peut-être que les collègues du centre hospitalier de Roubaix avaient trouvé cette solution et l'avaient accompagné déjà et bien accompagné Tout sur à ce fait. reclassement au sein du centre hospitalier Il l'avait sur un soutenu, métier hein. en espace vert, et que pour la deuxième fois, on rajoute une couche supplémentaire et de ce fait-là, on fait appel aux experts, hein, si je peux me Ça, permettre, avec et les experts de doutes. proximité, puisque vous êtes tous à Roubaix, donc c'est d'autant Mm. plus simple de décrocher le téléphone et d'appeler les PNAC de Roubaix quand on est juste à côté. Tout à fait. Voilà. Et En tout cas, c'est notamment cette situation-là qui avait fait que l'hôpital avait déclenché une PPR, hein, puisque le bilan de compétences s'est fait au sein d'une PPR de 6 mois qui avait démarré début février, en fait. tout à fait. D'accord, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et pour le travail accompli. Et puis, bonne suite à monsieur. Merci pour lui. Voilà, vous lui transmettrez de notre part. Je vous propose de passer au témoignage suivant, où là, on est sur une autre dimension, on est sur la fonction publique territoriale à l'UROS, donc de Berck, de la Fondation Opale. L'objectif était un retour sur poste d'un agent qui tenait la fonction d'instructeur du droit des sols et qui, effectivement, était accompagné par l'UROS pour reprendre ce poste. Je laisse la parole aux équipes qui vont faire un témoignage verbal donc de la situation, peut-être avec monsieur, j'imagine. Eh ben non, perdu. Ah, Non, non, monsieur n'a pas souhaité prendre la parole, c'est quelqu'un d'assez introverti. Donc on va expliquer plutôt à sa place son parcours assez succinctement. On a essayé de faire au plus... enfin, avec les étapes clés, en tout cas, on a essayé d'identifier toutes les étapes clés de l'accompagnement de cette personne. Donc, c'est un monsieur de 44 ans qui est arrivé à l'URO suite à une cérébrolésion, hein, bien sûr. Donc, c'est un monsieur qui était depuis 2007 dans la fonction publique en tant qu'instructeur du droit des sols. Il travaillait à temps plein, il était titulaire de son poste. Tout se passait bien jusqu'en septembre 2021. Il était en télétravail, il a fait une hémorragie cérébrale. Donc bah forcément, il y a eu une période d'arrêt hein, avec un congé longue maladie qui s'est déclenché à ce moment-là et un parcours de soins qui a duré à peu près 1 an entre la phase d'hospitalisation et la rééducation. Enfin, même pas 1 an, je dis des bêtises, c'était 2 mois. Donc c'était assez rapide, mais une évolution sur 1 an quand même.
Au bout d'un an, en fait, monsieur a souhaité tenter de reprendre son poste dans les mêmes conditions que celles antérieures à son accident cérébral. Il y est allé malgré une mise en garde de la médecine préventive qui lui avait bien expliqué que c'était un peu tôt, à moins d'un an de l'accident, enfin tout juste un an de son accident cérébral. Et donc, il a repris son poste quand même à mi-temps thérapeutique sur un an. Donc, c'était un essai qui n'a pas été très très concluant parce qu'effectivement, ce pourquoi il avait été averti, c'est vérifié, hein, il était encore très très fatigable, très peu productif. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, son poste avait évolué aussi hein, pendant cette année avec des changements de logiciels. Et bref, un stage qui s'est passé comme ça, de façon un peu précipitée, ben, pas accompagné puisque c'était à l'initiative de monsieur, pas de prise en compte de besoins particuliers, hein, d'aménagement de poste ou d'aménagement d'horaire de travail. Donc forcément, ça a été très très compliqué et vécu difficilement et par monsieur et par son équipe, hein, l'équipe à laquelle dont il faisait partie. Puisque bah voilà, ça s'est fini comme ça avec un constat de monsieur n'est pas assez productif, il est resté devant ses tâches sans demander non plus d'aide. Donc voilà, c'est resté comme ça en l'état pendant enfin, une année et demie, puisque donc cette période d'essai s'est terminée en septembre 2023 avec une réactivation du congé maladie. Et ensuite, en janvier 2025, seulement monsieur a intégré l'UEROS. Donc, quand il est arrivé à l'UEROS, on a fait un état des lieux de sa situation. Et puis, ben, monsieur nous expliquait qu'il était un petit peu partagé parce qu'il était resté sur ce sentiment d'échec hein, de première tentative de reprise de travail. Malgré tout, il restait très attaché à son poste. Il aimait beaucoup ce qu'il faisait, mais sans savoir s'il était encore en mesure de remplir ses fonctions. Et puis en même temps, il nous disait qu'il n'était pas fermé à d'autres propositions, d'autres éventualités pour une reconversion professionnelle. Donc, on a commencé par lui proposer une évaluation pluridisciplinaire hein, pour faire un état des lieux un petit peu déjà de ses compétences, savoir si monsieur avait toujours la possibilité de reprendre ce type de poste. Et ça a eu un effet vraiment bénéfique parce que les évaluations étaient globalement positives. On avait une bonne, enfin, les capacités étaient globalement préservées, ce qui lui a permis de reprendre déjà confiance en lui. Ça a été une grosse étape. Et c'est ce qui a permis aussi de bah, poser une décision à un moment, après quelques semaines de stage à l'UEROS, hein, c'était de se dire, bon, bah non, finalement, j'abandonne l'idée de la réorientation et je voudrais ben, essayer de reprendre mon poste. Donc ça a été un peu compliqué parce qu'on s'est heurté à pas mal de freins administratifs. Est-ce que monsieur avait la possibilité de refaire un essai ou pas? Enfin voilà, c'était assez. On a passé un petit temps à ça, à baliser les choses administrativement. Et puis finalement, en mai 2025, on a eu une première rencontre avec la responsable de service de monsieur. Et puis on a pu remettre sur pied un stage, mais cette fois-ci encadré, balisé, préparé avec des objectifs qu'on avait convenus et avec monsieur et avec la responsable de service, en rectifiant ce qu'on avait pu aussi tirer de l'analyse du premier essai. C'est-à-dire, on avait des points de vigilance, on savait qu'il fallait remettre en place quelques aménagements. Donc voilà, tout ça, tout le monde en a eu bien conscience lors de cette première prise de contact. Et ça a abouti finalement à un nouvel essai de 3 semaines tout au long du mois de juin quasiment. Mais cette fois-ci, on a fait un essai donc à temps plein avec l'idée en trame de fond de savoir si monsieur était en mesure de reprendre son poste et sous quelles conditions. Il s'est avéré que le stage a été très très concluant cette fois-ci. On a pu mesurer une évolution aussi hein, du profil de monsieur avec le temps, des capacités d'apprentissage qui étaient préservées, donc des capacités d'apprentissage du nouveau logiciel, hein, sous-entendu. Et donc, et c'est concluant, donc on a pu remettre un petit peu la machine en place pour remettre
en perspective la reprise de poste, hein, cette fois-ci. Donc, c'est un monsieur qui était assez autonome, hein, dans les démarches administratives. Donc, il a souhaité contacter lui-même son service RH pour amorcer une reprise de poste en septembre 2025. Donc, il y a eu une rencontre aussi avec la médecine préventive, hein, en août 2025 et la médecine du travail aussi. Donc, C'est 2 ans après le ouais, début de son deuxième arrêt maladie. deux D'accord. ans après, et avec, entre-temps, un énorme travail de coordination. Alors, on voit bien à chaque fois, et c'est le point commun de tous les témoignages, le fait de mobiliser et la personne et bah, son entourage aussi, parce que la famille a joué un rôle aussi. Et puis après, bah, tous les acteurs autour de lui, que ce soit des acteurs de santé ou là, pour le coup, la fonction publique. Et de ce fait, aujourd'hui, alors il a réintégré ce poste. Sous Alors, quelles il a conditions? effectivement réintégré son poste depuis septembre 2025 à mi-temps, avec un certain nombre d'adaptations qu'on a pu pointer durant le stage, hein. Donc, c'était par exemple le côté impératif de faire une pause après les repas parce qu'on savait que c'était le moment où monsieur n'était pas très très productif. Donc là, ça a été identifié, cette fatigabilité avec un rythme adapté, hein, des objectifs de production qui étaient adaptés aussi à la demande de la responsable de service qui souhaitait commencer doucement et puis monter en charge progressivement. Une formation aux nouveaux outils qui était prévue aussi, là où c'était pas du tout, enfin c'était pas du tout le cas au premier essai. Euh, une adaptation aussi au niveau du matériel informatique du fait de douleurs articulaires. Et puis là, le gros point positif aussi, c'est que tout a repris son cours, j'ai envie de dire, avec les aménagements demandés, mais on a toujours la possibilité de suivre monsieur pendant 2 ans à l'UROS de C'est Berck. ça, puisque vous avez, vous, un suivi 2 ans Oui. après. Donc, garde D'accord. contact avec un chargé d'insertion régulier, et puis pas seulement pour monsieur, mais c'est aussi une mise à disposition de cette personne de l'UROS pour l'équipe de la fonction publique. Oui, extrêmement important. Eh ben, merci. De Très, rien. très beau témoignage. Voilà. Est-ce que Fleur, il y a une question, je vois le temps qui est passé, on va plus avoir le temps d'aller forcément plus loin. Alors, nous avons une remarque, donc un spectateur anonyme hein, qui trouve très intéressant de recenser les étapes clés d'une situation. Cela peut servir pour d'autres situations. Isabelle V qui demande si l'orientation vers l'UE-Eros devra nécessairement demander une orientation en UE-Eros via dépôt d'un dossier auprès de la MDPH, avec le délai d'instruction hein, de 6 à 8 mois avant retour MDPH, ou bien est-ce que le FIP financera directement car l'agent est RQTH? Non, on a besoin de cette notification MDPH pour acter l'admission. Mm. Très bien. Et nous avons une autre demande. Pourrez-vous nous transmettre une liste des référents de services par région avec leurs coordonnées? De même, les liens pour le document utile, tels que le guide pratique pour le reclassement. Donc, c'est le docteur Puslesi, médecine du travail du CH de Roubaix. Oui, oui, tous les documents Oui, vont vous être transmis. on vous donnera effectivement tout. Euh, je passe rapidement à la suite pour clôturer, Fleur, Ouais, on pour va. éviter de prendre beaucoup de temps. Moi, j'avais juste, vous pouvez afficher tout, juste un exemple dans mon ESRP à vous présenter. Je vais aller très très vite. Il est très intéressant parce que il vient de la fonction publique d'État, ministère de la Culture, et on est face à l'employeur complètement démuni pour accompagner en tout cas son agent en situation de handicap, qui se débrouille effectivement tout seul pour faire sa démarche de RQTH pendant son arrêt et qui est conseillé par la MDPH, donc de l'Oise directement, pour venir nous rencontrer. Et c'est la MDPH qui donne nos coordonnées, il prend contact avec nous. Son objectif, là, c'était de se former à un nouveau métier et on a eu l'occasion de l'accueillir pendant 18 mois avec une préformation de 6 mois pour se reclasser dans un métier en bureau d'études bâtiment de niveau bac plus 2. Voilà, donc déjà ce qui était important, et je crois savoir que le ministère de la Culture a signé une convention avec le FIP, hein, je crois que c'est ça, Fleur, depuis. Pardon? J'ai. Je disais, je crois savoir que depuis le ministère de la Culture a signé une convention avec le FIP. Oui, tout à fait. Ah, c'est ça. Tous les ministères sont maintenant conventionnés avec le FIP et en dernier lieu, c'était la DRAC, effectivement.
Voilà, donc ce qui était surtout important, c'est que à cette période, puisque quand il commence ses démarches, on est en 2020, et en 2020, il a effectivement 50 ans, et il se retrouve complètement démuni avec un mal-être parce qu'il a du mal à être accompagné par son employeur, non pas parce qu'il ne veut pas l'accompagner, parce que tout simplement il est démuni. Et donc c'est extrêmement important à travers cet exemple. Je voulais souligner pour conclure l'importance effectivement d'avoir le FIP à vos côtés et de nous avoir à vos côtés en tant qu'experts de proximité pour vous aider lorsque vous êtes démunis pour traiter des situations de handicap, en tout cas dans vos établissements. Et donc ça, c'est extrêmement important. En conclusion, je vous propose, Fleur, d'aller à la fin de la présentation sur les fiches contact. Ça, c'est la conclusion que vous aurez. Voilà, juste avant, s'il vous plaît. Vous aurez, puisque c'était une question, la diapo d'avant, si c'est possible. Voilà, merci. Juste parce que c'était une de vos questions, vous avez ici sur ce slide le site de la Fagère qui vous montrera sur tous nos établissements ce que nous faisons exactement. Cela étant, même si dans les fiches métiers ou dans les fiches de contenu de nos établissements, vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, appelez-nous parce que l'objectif, c'est qu'on puisse passer le relais, qu'on puisse vous aiguiller. À chaque situation, il y a une solution. L'important, c'est d'identifier, vous l'avez au milieu de ce slide, sur les directions des UROS, ESPO, SRP, nos mails, nos adresses mail en tant que responsable des établissements. N'hésitez pas à nous contacter. Les numéros de téléphone, vous les aurez sur le site de la Fagère. Si vous allez voir sur nos fiches, on pourra les rajouter si besoin. On vous enverra, tous ces contenus. N'hésitez pas à nous appeler lorsque vous êtes démunis, et vous pouvez effectivement le faire en direct lorsque vous êtes démunis face à ces situations-là, que ce soit du reclassement, d'accompagnement d'agents en situation de handicap, de recrutement, on l'a vu aussi. Voilà. Donc, extrêmement important que vous puissiez identifier les coordonnées des personnes proches de vos établissements. Voilà. Sur ce, moi, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire, mes collègues, hein, ils se reconnaîtront tous. Un grand merci à Catherine qui a pris de son temps pour la Fagère nationale de nous présenter de manière très pro le contenu et qui vous a fait une présentation descendante. Je tiens à remercier aussi le FIP de nous avoir donné l'opportunité, en tout cas, d'échanger avec vous et d'amorcer les premiers contacts. Et on reste bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Fleur, on aura l'occasion de checker tous les documents à vous envoyer. Et je tiens aussi à remercier Madame Chavot pour sa disponibilité et puis les échanges qu'on a pu avoir autour de ce webinaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à bientôt. Et merci à toi, Michael. Merci. Merci à tous.